À l'évocation de la marque Ducati, on pense immédiatement aux splendides motos rouges qui affolent les chronos sur circuit. On pense également à l'emblématique saga Monster, ces roadsters dont le bicylindre fait vibrer le cœur de millions de tifosi au rythme de sa distribution desmodromique. Chez Ducati, pour les plus malchanceux, on pense également aux longues séances de mécanique sur les anciennes générations. Heureusement, tout ça, c'est du passé. Mais désormais, chez Ducati, il va aussi falloir penser tout-terrain grâce à la DZR-X. La DZR-X, c'est ça, un vrai trail haut sur pattes avec une garde au sol de 250 mm, des suspensions Kayaba entièrement réglables qui développent 230 mm à l'avant, 220 mm à l'arrière, une roue avant de 21 pouces, une roue arrière de 18 pouces, à rayon tubeless s'il vous plaît. On est bien en présence d'une moto avec de réelles prétentions off-road et ça c'est complètement nouveau chez Ducati, en tout cas dans l'ère moderne de Ducati. On peut donc laisser tomber la combinaison de piste et les équipements racing et enfiler une tenue d'enduro car ce trail il a de réelles ambitions tout-terrain que Motonet a pris un malin plaisir à mettre à l'épreuve à la fois sur route, dans les chemins, dans les sous-bois. Nous avons même fait un roulage nocturne qui nous a permis d'ailleurs de constater l'excellente efficacité de son double optique à LED. Bref, un essai complet, comme vous en avez l'habitude avec le journal moto du net. Elle a une gueule folle, cette DZR-X, vous ne trouvez pas? Cette double optique là à LED, dont je viens de vous parler, ça lui confère une identité visuelle très réussie entre les anciennes machines de rallye raid, on pense notamment aux Africa Twin, aux Ténéré, mais également aux Cagiva Elephant. Et si je fais référence à cette moto mythique du roi du rallye, à l'époque où il méritait encore son appellation Dakar, puisqu'il se déroulait sur le continent africain, c'est tout simplement parce que Ducati fait un clin d'œil à son histoire avec cette DZR-X. J'explique, à l'époque de cette Cagiva Elephant, le groupe Cagiva possédait la marque Ducati. Et oui, tout ça c'était la même grande famille italienne. Et à l'époque, les Cagiva Elephant 750 et 900 étaient propulsés par des bicylindres Ducati. La boucle est donc bouclée avec cette DZR-X, dont la déco blanche, coloris unique, renvoie directement à cette Cagiva Elephant et sa fameuse décoration Lucky Strike, qui nous a tous fait rêver, nous les passionnés, justement, de rallye raid. Et pour rentrer de plein pied dans le segment des trails qui possèdent de réelles aptitudes au tout-terrain, Ducati n'y est pas allé par quatre chemins. On retrouve donc ces suspensions dont je vous ai parlé, à fort débattement, des pneus mixtes Pirelli Scorpion Rally STR, un robuste sabot moteur en métal, des pare-mains de série, un court pare-brise qui par contre présente la désagréable particularité de ne pas être réglable et de prodiguer une protection assez limitée qui arrive à peu près entre le premier tiers et la moitié du casque selon la taille que vous mesurez. Autre petit manquement noté par le journal moto du net, c'est l'absence d'une béquille centrale pour graisser la chaîne et également l'absence de support de valise à l'arrière et de porte-paquet. Tout ça, ça va être au rayon des options. Alors certes, ça épure la ligne, mais sur une moto qui est facturée 16 590 €, ça fait un petit peu tâche. Tout terrain toujours, un gros réservoir de 21 litres de contenance avec, petite coquetterie, un bouchon excentré sur la droite. Ça aussi, ça fait furieusement rallye. Une selle plate qui, de prime abord, semble manquer de rembourrage. Donc, c'est vrai qu'on tendait un petit peu le dos. On s'est dit, tiens, Ducati, ils vont sur le tout-terrain. Et du coup, effectivement, ils adoptent ces codes. Et bien, finalement, bonne surprise. Motonet a réalisé de longues étapes avec cette moto. Et sincèrement, le confort est tout à fait convenable. La selle offre un bon maintien qui ne se dégrade pas avec le temps. On a de la place, il y a de la mobilité sur la machine. Donc, une très bonne surprise que cette selle qui, hélas, en revanche, lorsqu'on la démonte, ne dissimule pas de coffre. Donc, aucun espace pour mettre ne serait-ce qu'un bloc-disque ou le gilet jaune. Parmi les aspects pratiques, une prise USB au tableau de bord, des valves coudées sur les jantes à rayons, ainsi qu'une molette de réglage de la précharge sur l'amortisseur à bonbonne Kayaba. Toujours pratique pour les portions en duo chargées, aussi pour les portions en tout-terrain, où on ne va pas avoir les mêmes réglages du tout que pour la route. Puisqu'on parle des suspensions, notez la présence d'un amortisseur de direction sur cette DZR-X, un accessoire qu'on n'est pas toujours habitué à voir sur des motos tout-terrain, mais pour lequel Ducati justifie la présence pour justement les portions très engagées en off-road pour éviter les mouvements de direction. À titre personnel, et c'est un avis qui n'engage que moi, je trouve que les amortisseurs de direction, c'est comme les Vanderbroek. C'est un accessoire qui fait toujours de l'effet, mais personnellement, je préfère celles qui sont suffisamment bien balancées pour pouvoir s'en passer. Parlons un peu technique maintenant à propos de cette DZR-X.
qui a été développé par le champion d'enduro Antoine Meo, excusez du peu, et qui a été dessiné, soit dit en passant, par Jérémy Faro. Bref, on a une moto italienne au fort accent français. Ça fait plaisir. Mécaniquement, on retrouve le bicylindre Desmodiu de 937 cm3 à refroidissement liquide. C'est un moteur connu chez Ducati puisqu'il équipe également la Super Sport, il équipe aussi la Monster ainsi que la Multistrada V2. Un moteur, 4 motos. Alors là, pour le coup, en termes d'amortissement et de partage de plateforme, la marque italienne se pose là. Ce moteur, il a été légèrement retravaillé. Il développe 110 chevaux, 92 Nm de couple. Donc, ça lui donne des performances, une fiche technique très intéressante. Ses premiers rapports ont été raccourcis afin de mieux correspondre à un usage tout-terrain. Autre détail qui fleure vraiment bon le rallye sur cette Desert X, c'est la possibilité d'installer un réservoir additionnel sur sa partie arrière. Ce réservoir de 8 litres va fonctionner en parallèle du réservoir principal. Cela va permettre d'augmenter l'autonomie de cette moto. En revanche, ça condamne la possibilité d'installer valise et top case. C'est donc un choix à faire. Si sa double optique circulaire lui confère une certaine tonalité rétro, la Desert X est complètement ancrée dans son époque par ses équipements et ses périphériques. On retrouve également, conformément aux habitudes Ducati, des équipements à vocation sportive, comme par exemple ses étriers de frein radio Brembo 4 pistons avec des gros disques, bref du matos qu'on est plus habitué à voir sur des motos à vocation sportive. La moto fait également le plein d'électronique avec pas moins de 6 modes de conduite, pluie, ville, touring, sport et 2 modes tout-terrain, enduro et rallye, qui vont désactiver l'ABS sur la roue arrière et mettre le contrôle de traction en sommeil afin de permettre des dérives de la roue arrière. Sur le mode le plus avancé, rallye, on a quasiment plus d'assistance hormis l'ABS à l'avant qui est lui-même renseigné par une centrale à inertie qui permet donc de prendre en compte l'inclinaison de la moto pour gérer les interventions des aides électroniques. On a également de série un shifter up and down, c'est-à-dire qu'il fonctionne à la montée comme à la descente des rapports et il fonctionne très bien ce shifter, soit dit en passant. Électronique toujours, notez la présence d'un régulateur de vitesse de série qui se commande depuis le commodo gauche, toujours pratique pour les portions autoroutières. Enfin, la Desert X reçoit également de série un contrôle du cabrage ainsi qu'un contrôle de son frein moteur, tout ça paramétrable depuis son instrumentation qui adopte un format vertical façon roadbook, certains diront aussi façon Ténéré 700. Cet écran, il est couleur TFT, il est bien agencé, il est lisible, il est facile à prendre en main et toutes les fonctions essentielles sont là. On a beaucoup de renseignements, la température, le régime moteur, le rapport engagé, le mode de conduite. Un petit mot d'ergonomie avant de rentrer dans le vif du sujet avec notre partie dynamique. On a une moto donc haute sur pattes, je vous l'ai dit, et ça se ressent forcément en termes d'accessibilité puisque sa selle culmine à 875 mm du sol, ce qui signifie que pour un pilote d'1m75 tel que moi, vous n'avez que les pointes de pied qui posent sur le plancher des vaches. C'est un petit peu juste, on va dire, pour les portions vraiment de tout terrain, où personnellement, vu que j'ai un niveau, on va dire, poireau intermédiaire, j'aime bien avoir les deux pieds au sol en cas de galère. Et en plus, sachant que la moto pèse quand même 223 kg tout plein fait, on a envie d'avoir des appuis fermes sur la terre. Bref, une machine haute sur pattes qui demande donc une certaine taille, un certain gabarit aussi de par ses volumes et son poids. En parlant de volume, ce réservoir de 21 litres, c'est une belle contenance, mais ça écarte quand même sensiblement les jambes à ce niveau. Certaines de ses concurrentes font mieux. On pense notamment à la KTM 890 Adventure. Le guidon, je vous l'ai dit, large, relevé, il tombe bien en main. Seul petit bémol, mais ça, c'est personnel, je le trouve un petit peu loin du buste, ce qui donne un peu une sensation d'éloignement avec la roue avant. Ça se ressent notamment lors des manœuvres à très faible vitesse, lorsqu'on fait demi-tour, lorsqu'on est en ville, parce qu'on a fait aussi pas mal de villes pendant notre essai, et ça va se ressentir également, bien entendu, en tout terrain. On a des leviers également qui, certes, sont réglables, mais qui d'origine sont assez loin. Donc c'est une machine, on le sent, qui est taillée finalement pour des grands gaillards. Au guidon de cette Desert X Ducati, tout de suite des sensations très positives. Le sentiment d'une moto bien équilibrée. On est bien installé avec une position donc typique du genre trail. Buste droit, les jambes par pliées dans l'alignement du buste.
Un guidon donc large, je vous l'ai dit, qui écarte les bras, un petit peu trop éloigné, mais c'est quelque chose qui s'apprivoise assez rapidement. La moto ne fait pas trop ressentir ses 223 kg, ni sa jambe de 21 pouces. En termes de compromis de suspension, Ducati a opté pour un tarage très souple de ses suspensions. C'est probablement la Ducati la plus souple de suspension que Motonet a eu l'occasion de piloter. Il en résulte des mouvements importants à l'accélération, au freinage, des transferts d'assiettes, forcément, parce qu'on a beaucoup de débattements de suspattes. Et comme elles sont réglées souples, et bien évidemment, on a effectivement des mouvements d'avant-arrière, rien de rédhibitoire. L'avantage de ce compromis de suspension, eh bien, c'est qu'il prodigue un excellent confort. Sur route, notamment, on a quelque chose de très agréable, avec une gestion des chaos excellente, un effet tapis volant typique du genre trail également. Et lorsqu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet, qu'on titille davantage la moto, eh bien les suspensions montrent d'excellente qualité, puisque ok, ça s'enfonce vite sur le premier tiers, mais ensuite il y a du maintien suffisamment pour pouvoir taquiner du virolo en toute quiétude, avec une bonne stabilité en courbe, un bon placement de la moto en entrée et suffisamment donc de motricité en sortie pour pouvoir exploiter généreusement le moteur. En termes d'agilité, la DSR-X se montre réactive, comme je vous l'ai dit. En revanche, on sent quand même une certaine inertie, notamment du train avant. Alors il y a l'effet route 21 pouces, bien entendu. Il y a le poids aussi. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est pas forcément la plus agile, la plus maniable de la catégorie. On a besoin, notamment dans les parties très très sinueuses, de lui intimer des ordres francs, directs, pour pouvoir notamment faire des changements d'angle rapides. Alors elle n'est pas physique, attention, c'est pas ce que je veux dire, mais ce n'est pas non plus une gazelle qui fond au point de corde par la seule force de la pensée. La Ducati, elle se pilote, elle se dirige. Et là-dessus, il y a un côté, effectivement, gros trail. Alors au niveau de la vie à bord, je vous l'ai dit en introduction, on a été favorablement surpris par sa selle, qui se combine donc avec ses suspensions très souples pour offrir un confort d'assise et bien de très bonne facture. Bien sûr, ça n'équivaut pas à une routière ou même à un maxi trail et son fauteuil, mais on a quelque chose de suffisamment correct pour pouvoir faire de longues étapes sans ressentir de gêne. Donc 150, 200 km, 300 km même, c'est possible. Et c'est possible également grâce à la consommation raisonnable du Twin, puisque Motonet a relevé des consommations comprises entre 4,9 litres et 5,3 litres, ce qui, combiné au réservoir de 21 litres, donne un champ d'action qui dépasse les 300 km sur cette DSR-X. Et puisqu'on parle du moteur, il est temps justement d'aborder cette partie mécanique avec ce bicylindre de 937 cm3 qui, ma foi, délivre une partition sans fausse note sur route. C'est un moteur déjà qui a beaucoup d'allant, beaucoup d'énergie, notamment dans le premier tiers du contour. Alors, en bon twin en V, il faut quand même maintenir un certain régime. Entendez par là que en dessous de 2000 tours sur les rapports inférieurs, ça cogne. Il faut compter 2500 tours même sur les rapports supérieurs, sinon effectivement ça renacle. Il est possible, en accompagnant soigneusement l'accélérateur, de flirter avec ses limites, voire de descendre un petit peu, mais sincèrement le moteur il fait vite comprendre que c'est pas du tout sa tasse d'expresso. Mais globalement on a quand même un moteur souple pour un twin, qui reprend fort de 3 à 5000 avec une belle allonge. Vous voyez là, même en quatrième, il reprend sans se faire prier. Même chose sur les rapports supérieurs, un dépassement à 80 en 90, hop, pas de problème, une rotation de la poignée de gaz et c'est parti. Et cette poignée de gaz, justement, j'en profite pour préciser qu'elle est bien calibrée, elle offre une très bonne connexion avec la roue arrière. Et grâce au mode de conduite, on peut également avoir justement une connexion encore plus douce ou plus lisse en sélectionnant donc des modes appropriés ou en entrant ensuite dans les sous-menus pour agir sur l'intensité justement de la réponse de la poignée de gaz
Pour ma part, j'ai préféré justement la baisser pour avoir une intensité un tout petit peu plus douce. Au cap des mi-régimes, eh bien le Twin, il fait parler les chevaux, il fait parler ses 110 chevaux justement. Et on a tout de suite là, vous voyez, hop, à 6000 tours, j'accélère. Là ça part, il n'y a pas de problème. Et ça part comme ça jusqu'aux 10 000 tours du rupteur, sans temps mort, avec justement à chaque palier de tours minute, au contraire, une louche supplémentaire de puissance. Donc ça en fait un moteur très très complet, parce que, je vous le disais, un moteur quand même relativement élastique, qui a du muscle dans les mi-régimes et qui a de l'allonge, de l'énergie, une pincée même d'explosivité dans les hauts régimes. Dans cette gamme de cylindrée et de puissance, c'est probablement l'un des meilleurs moteurs de la production. Il s'accompagne en plus, je vous l'ai dit, d'un shifter double effet qui fonctionne très correctement. Regardez là, hop, je descends les rapports sans aucun ménagement et ça passe comme dans du beurre. Alors qu'on sent qu'à la base, il y a une sélection qui est un poil ferme. Ce shifter, il est le bienvenu parce que le levier d'embrayage se révèle assez ferme. Donc on s'en dispense volontiers. Résultat, on s'amuse beaucoup sur les petites routes. On n'a pas besoin de trop rétrograder pour aller chercher la puissance. Quel que soit le rapport engagé, ça répond. Donc Ducati a très bien joué son coup en raccourcissant les rapports inférieurs de son moteur afin justement de lui donner davantage d'allant. Sur ce plan, c'est une réussite. Alors un trail, c'est fait effectivement pour être polyvalent. Donc pour pouvoir passer du réseau secondaire comme on vient de le faire à des chemins ou des routes, on va dire, qui ne figurent pas forcément sur les cartes. Donc comme ici, au milieu des prairies et des champs de céréales fraîchement coupés. Et sur cette route, pas forcément bien revêtue, eh bien le compromis de suspension dont je vous parlais, de la DZRX, il étale toutes ses qualités parce que là, les bosses, les trous, etc., sincèrement, je les sens pas du tout. Et pourtant, on n'est pas sur un cheval à bascule non plus. Je vous l'ai dit, oui, il y a du transfert de masse. Oui, effectivement, lorsqu'on presse fort le levier de frein, eh bien, la moto, elle plonge vers l'avant. D'autant que les freins, comme je vous l'ai dit, c'est du bon matos. Donc, il y a du répondant, mais il y a aussi du dosage et une attaque qui est finement calibrée pour éviter justement de se faire surprendre, notamment en tout-terrain. Et puisqu'on parle de tout-terrain, hop, après avoir emprunté une route, on s'enfile dans un chemin. Hop, comme ça, là, ça a l'air sympa. On change de mode, on enclenche le mode rallye, il faut que je coupe les gaz, ok, c'est validé, et c'est parti pour une petite session off-road. Alors bon, vous voyez, c'est quand même quelque chose pour l'instant d'assez roulant, même s'il y a des ornières là qui me font un peu peur, parce que bon, avec presque 225 kg, il ne s'agirait pas non plus qu'elle parte la moto, parce que je ne suis pas certain de pouvoir la rattraper. Donc là, en tout terrain, les contraintes ne sont pas les mêmes. Alors on apprécie toujours autant la qualité des suspensions, qui effectivement, là c'est pareil, ça absorbe tout, vous voyez, c'est quand même très chaotique. Par contre, on apprécie moins, c'est l'embrayage ferme qu'on est obligé de reprendre, là, notamment en tout-terrain, parce que à la longue, ça fatigue les mains, parce que bon, du tout-terrain, j'en ai fait un petit peu avant de vous montrer cette séquence, et notamment dans des zones un peu trialisantes. Ça s'est révélé un peu fatigant de devoir manier ce levier gauche. Et en plus, on le manie beaucoup. Pourquoi ? Parce que même si les rapports ont été raccourcis, ils restent trop longs pour une pratique du tout-terrain, notamment la première et la deuxième. Finalement, la deuxième, on la passe très peu dans les parties chaotiques, comme par exemple ici. Et on la passe très peu parce que le Twin, malgré toute son élasticité, il n'est pas capable quand même de descendre à très bas régime, comme vont le faire des rivales telles que l'Africa Twin, la 700 Ténéré ou la 890 KTM, qui elles sont capables de flirter avec le régime du ralenti. Sur les 3 premiers rapports, la Ducati, ça, elle ne sait pas faire, ça cogne un peu. Donc, on est obligé de revenir fréquemment sur la première, de jouer même parfois avec l'embrayage lorsque les choses se compliquent, ou lorsqu'on veut envoyer un petit saut de temps en temps. Eh bien, là, du coup, on se fatigue un peu. Même chose au niveau du calibrage des modes de conduite, en mode rallye et enduro. Nous, on a préféré abaisser là aussi la gestion de la poignée de gaz afin d'apporter un petit peu plus de douceur et un meilleur contrôle de la situation. Après, c'est une question d'habitude et de niveau, mais on sent malgré tout que
cet accélérateur et ce moteur, d'une manière générale, il a été d'abord développé pour une pratique route. Et là, il s'adapte comme il le peut, avec brio effectivement, mais aussi avec certaines limites, à une pratique plus tout-terrain. Autre aspect à prendre en compte sur la DZRX en tout-terrain, eh bien je vous l'ai dit, c'est cette largeur quand même conséquente du réservoir entre les cuisses. Du coup, en position debout, cette largeur, elle se fait ressentir, hein, elle écarte les genoux. Ça ne facilite pas, on va dire, un bon contrôle avec les jambes de la moto. Là encore, certaines de ses concurrentes se montent un petit peu plus fluettes sur cette zone. En revanche, on a un très bon guidage grâce à son guidon relevé. On sent cependant cette relative lourdeur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Là encore, j'insiste bien, c'est relatif. La moto, elle n'est pas pachydermique, mais malgré tout, avec ses dimensions, avec ses 225 kg, elle n'est pas à prendre à la légère au sens propre comme au sens figuré. Et on sent là, dans ces parties un peu techniques, que le train avant, là encore, réclame des efforts et des ordres précis. Est-ce qu'elle réclame plus d'efforts que ses concurrentes? Ça, là-dessus, je n'irai pas forcément l'affirmer. En revanche, je peux vous dire d'expérience qu'effectivement, il y en a certaines qui se montrent un tantinet plus homogène, plus polyvalente. On a fait des parties un peu trialisantes, vraiment dans du sous-bois, avec des virages à 90, et j'avoue que je suis sorti physiquement un peu éprouvé, et pour une autre raison, toujours liée à la mécanique, c'est les dégagements de chaleur. Allez, on repasse sur la route, on change de mode, et je vous disais donc la mécanique qui n'est pas avare en remontée de chaleur. On peut quand même raisonnablement affirmer qu'il y a des progrès à faire à ce niveau-là, au niveau gestion des calories, parce que la moto, elle chauffe rapidement, notamment en tout-terrain, où elle passe là des 80 degrés de sa température de fonctionnement normale. Elle monte très vite à 100 degrés, où là, les ventilateurs se mettent en branle, et effectivement, là, il y a beaucoup de chaleur qui remonte. Alors d'abord, c'est sous la selle, et ensuite, c'est entre les cuisses, et là, il se produit un phénomène qui n'est pas forcément palpable lorsqu'on fait de courtes étapes avec la moto, mais qui se fait ressentir justement lorsqu'on passe de longues heures en selle avec la Ducati. C'est que ça se met à chauffer ici, là, au niveau des flancs du réservoir, à l'entrejambe, parce que ce réservoir en acier, forcément, il est conducteur de la chaleur, donc il la stocke. Et comme je vous disais tout à l'heure, effectivement, en tout terrain vraiment technique, moi j'ai piqué une vraie suée avec cette Ducati, d'une part parce qu'effectivement voilà, elle se commande, donc elle m'a réclamé de l'énergie et un niveau aussi que je n'ai pas forcément, mais en plus voilà, ce côté rôtissoir entre les jambes et un petit peu sous les fesses, forcément ça participe pas à préserver votre intégrité physique. Et puisqu'on parle de vie à bord et d'agrément de conduite, vous l'entendez là sur cette séquence embarquée que j'enregistre en direct pendant mon roulage, il y a beaucoup de vent. Alors pourquoi il y a beaucoup de vent? Parce que cette bulle qui n'est pas réglable, elle a une protection limitée, comme je vous l'ai dit, à un premier tiers, moitié du casque. Alors à ça, les ingénieurs vont vous répondre que oui, mais si on monte une bulle réglable, si on met plein d'équipements, d'un trail simple entre guillemets, on va en faire un maxi trail, donc une routière déguisée qui va être beaucoup plus volumineuse, beaucoup plus lourde, etc. C'est vrai, mais sincèrement, je ne pense pas qu'un pare-brise réglable sur 2 crans par voie mécanique pèse beaucoup plus lourd qu'un pare-brise comme ça fixe. Et au prix de la machine, sa place, elle serait quand même toute trouvée. Parlons freinage maintenant. Le frein arrière, là, que des compliments à lui faire. Bravo Ducati. La pédale, elle est bien placée. Elle est accessible, même avec des bottes d'enduro. Et elle convoque une puissance redoutable. L'ABS, il entre pas en branle trop rapidement, donc on a un combo vraiment réussi. On a beaucoup apprécié cette capacité de freinage de cette DZRX qui s'est montrée très convaincante aussi bien sur route que dans les chemins. Un dernier mot au sujet de ces fameux amortisseurs de direction dont on a parlé tout à l'heure. Cet accessoire, il participe justement
à cet effort demandé par la Ducati pour tourner à très faible allure, pour faire demi-tour, et notamment en tout terrain, parce qu'il forcément il va verrouiller un petit peu la direction, c'est son job. Donc c'est aussi pour ça que la Ducati, elle est peut-être un petit peu moins virevoltante que certaines de ses concurrentes. Mais cet amortisseur de direction, j'ai envie de vous dire, aux allures usuelles, il n'a aucun travail à faire, parce que la moto est très stable, hein, elle a un grand empattement, un petit peu plus de 1600 mm, donc forcément elle est bien posée sur ses jantes en 21-18. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. À 130 km/h sur l'autoroute en France, il n'y a aucun mouvement. Vous pouvez même faire des mouvements comme ça du guidon, elle ne bronche pas d'un pouce. En revanche, Motonedt a eu l'occasion de la pousser davantage à la faveur d'une autoroute allemande qui, une fois encore, passait sous nos roues. Et ça nous a permis de constater deux choses. On accroche les 180 km/h en un claquement de doigts, et la moto continue à grimper joyeusement jusqu'à 210, et elle serait peut-être même capable d'aller encore au-delà, mais je vous avouerai que j'ai coupé. Pourquoi j'ai coupé? Pas parce que je suis un lâche, enfin peut-être un petit peu quand même, mais parce que j'ai constaté des mouvements de direction, et pourtant j'étais sur une surface totalement plane, il n'y avait pas de vent, j'étais pas chargé. Donc ça veut dire que cet amortisseur de direction, s'il est là, c'est pas pour la décoration. Évidemment, vous allez me dire, ouais, mais bon, à 210, déjà en France, on n'a pas le droit, c'est vrai. Et en plus de ça, de toute façon, un trail, c'est pas fait pour ça. C'est pas faux non plus. Mais là encore, je me permettrai de faire remarquer que certaines de ses concurrentes n'ont aucun problème à ce niveau-là, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas d'amortisseur de direction. Décor champêtre pour terminer cet essai de la Ducati DZRX, et même quelques gouttes de pluie qui s'invitent, comme pour nous signifier qu'il est temps de rendre ce beau jouet à Ducati France. Alors, cette première Ducati aux aptitudes réellement tout-terrain, bonne piste ou impasse? Eh bien, il y a en tout cas une voie à suivre pour la marque italienne et une franche réussite dans bien des aspects, notamment sur route, où elle nous a épaté avec son confort, son agrément, avec son moteur aussi, qui nous a charmé, qui est expressif, qui effectivement a quelques petites vibrations à 4000 et 7000 tours, mais ça participe à son agrément. En revanche, je lui pardonne un petit peu moins ses remontées de chaleur, notamment en ville et en tout terrain. On n'aime pas trop non plus son embrayage ferme. On aurait apprécié également que Ducati le retravaille un petit peu plus pour avoir de réelles aptitudes off-road. Là, on sent que c'est un moteur finalement qui est très proche de la Multistrada V2, à savoir le trail routier. Ce moteur, sachez qu'il a des intervalles de révision placés tous les 15 000 km, donc c'est plutôt cool, et un jeu aux soupapes tous les 30 000 km. Sachez également que cette moto bénéficie de série d'une extension de garantie de 2 ans, ce qui porte la garantie à 4 ans. Ça, c'est un argument à prendre en compte et qui permet un petit peu de contrebalancer son tarif élevé qui constitue à nos yeux son principal défaut. Et ça, c'est dommage car Ducati avait les moyens avec cette DZRX de capter une nouvelle catégorie de clients, mais qui à 16 590 € se feront la réflexion qu'effectivement l'italienne, elle vend cher ses attributs et ses qualités. Alors, bien sûr, vu que c'est la première vraie Ducati tout-terrain, il y a eu du développement qui a coûté des brousoufs, ça on veut bien l'entendre. Le cadre notamment est spécifique à cette moto. Les suspensions, je vous l'ai dit, elles sont excellentes, des Kayaba entièrement réglables, mais c'est pas du Öhlins. Cette DZRX, c'est pas une Panigale. Elle a effectivement des étriers Brembo, une électronique de pointe. Mais à côté de ça, elle en propose pas forcément davantage que certaines de ses concurrentes. Ces concurrentes, quelles sont-elles? Ça arrive à le désigner. C'est la KTM 890 Adventure, également une moto européenne qui bénéficie en plus de tout le savoir-faire de la marque autrichienne en matière de tout-terrain et de rallye. Cette 890, elle a un bicylindre en ligne, soit l'architecture moteur la plus plébiscitée dans cette catégorie, notamment pour sa souplesse, qui fait justement quelque peu défaut au twin italien. Cette 890, elle développe 105 chevaux, de façon très énergique, et elle est elle aussi très bien équipée en matière d'accastillage, de périphérique et aussi d'aide électronique. Elle a aussi comme particularité d'avoir des réservoirs déportés sur le bas, de façon à abaisser son centre de gravité, ce qui va lui permettre d'avoir une agilité supérieure à la Ducati. Ça ne fait aucun doute. Cette KTM, elle s'affiche actuellement au prix de 13 950 €, ce qui fait un écart de 2 500 € avec la Ducati. Est-ce qu'il est justifié? Permettez-moi d'en douter. Autre rival de cette DZRX, l'Africa Twin, qui certes cube davantage, puisque son Twin développe 1087 cm3, mais il n'y a pas un énorme écart par rapport au 937 du Twin italien.
L'Africa Twin, elle développe 102 chevaux, donc vous voyez, en termes de performance, ça se vaut. Même chose en termes de poids, on est dans la même fourchette de poids, ce qui permet de souligner, une fois encore, que Ducati aurait peut-être pu faire davantage d'efforts à ce niveau, puisque effectivement, on aurait pu attendre de la machine italienne qu'elle soit un tout petit peu plus svelte que ses concurrentes, grâce justement à la maîtrise de Ducati en la matière. L'Africa Twin 1100, c'est un monstre d'homogénéité, c'est une machine redoutablement équilibrée, qui a également des suspensions à gros débattement qui lui permettent de tout pardonner. C'est une moto qui, pour mon niveau intermédiaire, en offre déjà beaucoup dans sa version standard, qui s'affiche sous la barre des 14 500 €, donc un écart de 2000 € avec la Ducati. Citons aussi la Tiger 900 dans sa version rallye, donc avec jantes de 21 pouces à rayon à l'avant, qui propose un 3 cylindres. Donc cette motorisation est quand même un peu plus lourde qu'un Twin, certes, mais qui a de l'agrément, qui a du souffle et notamment une tonalité rocailleuse que beaucoup apprécient. Cette Tiger 900 Rally, elle est également très bien équipée en termes d'électronique. Elle n'a pas grand-chose à envier sur la qualité des périphériques et elle a même des leçons à donner à beaucoup en termes de finition, de qualité perçue, parce que ça, chez Triumph, c'est quand même au top de chez top. Cette Tiger 900 Rally, elle démarre à 14 440 € et elle monte jusqu'à 16 000 € dans sa version Rally Pro, donc avec plus de modes, plus d'équipement. Là encore, vous voyez un prix qui est plus favorable à l'anglaise qu'à l'italienne. On termine avec deux challengers, deux concurrentes qui ne sont pas forcément, sur le papier, directement opposables à cette Ducati DZR-X. Je pense à l'Aprilia Touareg 660 et à la Yamaha Ténéré 700. Alors, j'imagine tout de suite là votre mouvement de recul devant l'écran, c'est pas du tout la même cam. Ok, c'est vrai qu'en termes de performance, les deux motos que je viens de citer, elles sont largement en dessous, avec 80 chevaux pour l'Aprilia et 73 pour la Yamaha. Vous voyez, là, il y a un écart quand même très très conséquent. Et on se doute bien que sur route, la Ducati, elle va leur tourner autour, puisque, je le répète, son moteur, il a du tonus à revendre. Ça, c'est pour la partie route, on est d'accord. Mais qu'en est-il de la partie off-road? Parce que l'Aprilia, la Yamaha et cette Ducati, elles surfent toutes, justement, sur cette identité off-road, sur cette possibilité de s'en aller là comme ça d'un coup de tête sur ce chemin pour voir ce qu'il y a au bout. Or, 110 chevaux en tout terrain, on s'en cogne. 75, ça suffit, c'est très largement parce qu'en première, deuxième, troisième, quand vous accélérez en grand, pas besoin de se faire déborder justement par beaucoup de chevaux. Si on exclut cette notion de performance pure, on se rend compte qu'il y a une différence de prix énorme puisqu'il y a quasiment 6 000 € d'écart entre la Yamaha et la Ducati. Reste que cette DZR-X est une très bonne moto qui nous a charmé par bien des aspects, qui bénéficie en plus d'une électronique de pointe. Et ça a un prix, on est bien d'accord. D'autant que cette partie électronique, franchement, elle se montre très transparente, pas du tout intrusive, elle est paramétrable à l'envie, donc on en fait ce qu'on en veut, c'est très agréable. Donc le bilan est très favorable pour cette DZR-X qui assurément est une moto qui va faire des euros. Non, je voulais dire des heureux, bien sûr. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à nous le faire savoir et à nous laisser un commentaire. Les remarques, les suggestions et même les critiques sont toujours les bienvenus sur Motonet. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube et sur notre site www-net.com et bien sûr à partager cette vidéo afin de lui assurer le maximum de visibilité pour nous permettre de valoriser notre travail auprès de nos annonceurs. Car ne l'oubliez pas, un site d'information gratuit de qualité, sans vous, ça n'existerait pas. Sans pub, ça n'existerait plus. Restez connectés.